Nous revoici à Marseille pour ce 3e Forum Europe-Afrique. On a beaucoup parlé de coopération, de hub. Et on a le plaisir d'accueillir pour cette fin de matinée Selena Soua. Bonjour. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Aspen Institute. Et à vos côtés, Moussa Camara. Je ne sais même pas si on doit encore le présenter. Moussa Camara, si, bien sûr, il me dit. Donc, le fondateur notamment des Déterminés. Vous avez écrit un livre récemment qui s'appelle Déterminés également. Et Ludovic, avec plaisir pour co-animer cette séquence. Alors, tous les deux, finalement, à votre façon, vous représentez le thème de cette journée. C'est la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Selena, vous êtes née en Afrique. Vous avez fait vos études en France. Moussa, vous êtes né en France, mais vous avez de forts liens avec la diaspora. C'est ce que fait notamment les Déterminés. Et vous avez aussi un premier lien commun, ce sont les télécoms, puisque Selena, vous avez créé une entreprise dans ce secteur-là. Et Moussa commence aussi par les télécoms. Peut-être première question, puisque le thème c'est le leadership créatif. Est-ce que vous auriez une définition chacun de qu'est-ce que c'est que le leadership créatif? Allez, honneur aux femmes. Je vais commencer. Merci Laurence pour votre question. Alors, le leadership créatif, c'est un terme que j'emploie peu, mais lorsque je pense à ce terme, il m'évoque une citation, la citation de John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et je pense que ça s'applique aussi au marché. En d'autres termes, n'attendez pas que l'écosystème vous donne, apportez à l'écosystème et là, vous ferez toute la différence. Je vais prendre l'exemple d'Elon Musk, par exemple. Lorsqu'il a créé Tesla en 2003, peu d'experts dans le secteur automobile ont cru en lui. 15 ans plus tard, il dominait le marché. Donc, il a posé les bases d'un nouvel écosystème. Évidemment, tout le monde ne peut pas devenir Elon Musk. Tout le monde ne peut pas amener des touristes dans l'espace. Mais innover, c'est aussi anticiper une réponse à un besoin. Donc, pour moi, le leadership créatif, c'est un savant mélange d'innovation, d'audace et de beaucoup de travail. Moussa, vous êtes d'accord avec cette définition? Oui, je rejoins un peu ce qu'a dit ma collègue et Selena. Et du coup, ouais, leadership, en fait, en tant que leader, parfois, on a du mal à se définir. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, leader, par rapport aux autres, qui on impulse, quelles sont les personnes qu'on embarque parfois dans notre projet, qui parfois peuvent être des aventures individuelles comme des aventures collectives. En l'occurrence, la mienne, c'est une aventure collective. Et derrière, moi, au-delà d'un leader, un leader, c'est quelqu'un qui impacte et qui aussi prépare des leaders. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on fait avec les Déterminés. Après, la notion de créatif, je pense que, vous savez, moi, j'ai commencé avec zéro. Je suis parti de rien. Je ne connaissais pas du tout l'écosystème et l'environnement économique qui aujourd'hui est le mien. Et il faut être créatif parce que vous réinventez un monde. Vous réinventez une manière d'engagement. Vous réinventez une façon de faire qui parfois peuvent bousculer les codes, qui sont déjà des codes établis, préétablis et tout. Et du coup, la créativité est là pour réinventer un peu tout ça et aussi d'impulser, mais aussi d'impacter le plus grand nombre dans ce qu'on fait au quotidien. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai utilisé la voie de l'entrepreneuriat partout en France pour pouvoir faire en sorte que des hommes et des femmes puissent concrétiser un projet ou une conviction ou un rêve dans lequel parfois ils se disent que c'est pas possible, c'est impossible, j'y arriverai pas tout seul, que parfois quand il y a une difficulté, qu'il y a trop de portes face à moi, comment on arrive à impulser une dynamique? Parce que moi je pense que chacun d'entre nous, on est un leader soit d'une communauté, soit d'un projet commun, soit aussi de notre propre vie. Et c'est ça qu'il faut réussir à transmettre. Et pour moi, c'est ça la définition d'être un leader créatif et qui s'engage pour les autres. Alors on prend cette notion d'engagement. Il y a quelque chose qu'on a abordé sur la table ronde précédente et qui nous unit sur cette journée aussi, c'est le rôle des diasporas. Parce que c'est vrai que dans l'énergie entre les deux continents dont on parle, l'Afrique, l'Europe, il y a ces diasporas qui sont en train de raconter quelque chose, qui sont un terreau presque. Quel regard vous avez et quel regard vous avez notamment sur cette deuxième et troisième génération qui est en train de déborder l'énergie aujourd'hui? Ok. Moi, si je peux répondre, déjà, ouais. Moi j'ai un sujet avec le terme diaspora.
Très bonne, J'ai non, un mais su- très bonne j'ai un- remarque. j'ai un Non, mais c'est vrai. sujet. Ouais. Parce qu'en réalité, quand on parle de diaspora, on parle de qui? Aujourd'hui, c'est des Français d'origine parfois africaine, d'origine étrangère, mais qui sont nés là depuis 2, 3, 5 générations et qui parfois se définissent pas comme appartenant à la diaspora. Et du coup, c'est là où je pense que on a loupé quelque chose en France, c'est de ne pas savoir mettre en avant des talents, peu importe culturels, L'origine, sportifs, peu importe, voilà. peu importe l'origine, et s'appuyer sur ces talents pour pouvoir être le pont entre eux, parfois leur origine, et leur pays dans lequel ils vivent, qui est la France, et leur identité. Et du coup, ça crée beaucoup de... Moi, je sais qu'il y a, moi, en tant que Français, d'origine malienne, par exemple, je ne me définis pas comme la diaspora. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études, j'ai vécu quasiment toute ma vie ici en France. Donc quand je vois, par exemple, on s'adresse à la diaspora, je ne me sens pas forcément concerné. Et beaucoup de jeunes qui sont parfois issus de nos territoires, que ce soit dans les quartiers populaires et tout, le terme diaspora, je trouve que ce n'est pas forcément Le plus adapté. le plus adapté, on va dire, par rapport à cette démarche. Mais en même temps, derrière, il faut aussi continuer à créer ces ponts et ces passerelles. Et je pense qu'en France, aujourd'hui, on voit dans le contexte géopolitique, sur les intérêts de la France dans le continent africain, qui recule de plus en plus. Et je pense qu'on a loupé quelque chose. On ne s'est pas appuyé assez sur les talents qui sont ici en France et qui peuvent eux aussi être des véritables ambassadeurs de la culture, de cette double culture. Et pour moi, c'est un vrai sujet. Et parfois, avec des mots, on peut parfois... Ouais. Et je prends la remarque, et je vais la prendre. Et cette énergie, ces passerelles, en fait, des deux côtés de la Méditerranée, et mettons de côté le mot diaspora, qui est un mot un peu valise et qui simplifie trop les choses, c'est de l'énergie à aller chercher aussi pour vous, Célena? Bien sûr. Alors, moi déjà, j'aimerais souligner le fait qu'il n'existe pas une seule Europe et une seule Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique et la diaspora africaine est tout aussi diverse que la diaspora asiatique, par exemple. Et certains pays d'Afrique auront des liens beaucoup plus étroits avec des pays d'Europe, liés à l'histoire, liés à la position géographique. Un Kényan ou un Nigérian sera de facto plus proche qu'un Britannique, ou alors un Ivoirien avec un Gabonais historiquement lié à la France. Le regard de l'Europe venue d'Afrique aussi va être divergent en fonction de l'histoire. Comment définir une politique européenne lorsqu'on sait que la dimension linguistique reste la règle? Donc, que l'Europe s'appuie sur la diaspora, pourquoi pas? Mais toute seule, elle ne peut rien. Je vais vous donner un exemple. En 2022, 160 millions d'Africains vivant hors du continent africain ont transféré 95 milliards de dollars, dont 53 milliards de dollars vers l'Afrique subsaharienne. Et parfois, leur contribution se limite aux tontines. Les tontines, c'est un transfert d'argent entre particuliers qui n'a pas vraiment d'investissement dans l'économie réelle. Donc, avec cet exemple, j'aimerais simplement dire qu'il faudrait aussi que les deux continents prennent leurs responsabilités. Ce montant représente bien plus que l'aide publique au développement. Donc certains dirigeants africains aussi doivent optimiser ce transfert d'argent. Du côté de l'Europe, oui, ils peuvent peut-être se servir de la diaspora, mais je pense qu'il faudrait prendre le problème dès le départ également. Il faudrait redéfinir les bases des accords de partenariat économique pour une relation renouvelée sur des bases de contrats gagnant-gagnant, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est encore trop vue comme un réservoir de matières premières. Une question, puisque vous avez évoqué du financement, c'est aussi ce qu'on a évoqué sur la transition énergétique ce matin, et ça reste un fil rouge. Vous êtes entrepreneurs tous les deux. Moussa, vous avez pris la parole dernièrement sur Entrepreneuriat et Quartier 2030 en disant qu'il fallait aussi qu'il y ait un financement qui vienne pour donner le premier pas, faire donner le pied à l'étrier à des projets. Les leviers à lever, ce seraient lesquels sur le financement pour aider des projets? Parce qu'avoir des idées, c'est bien, mais il faut du carburant pour les réaliser. C'est la mère de toutes les batailles. Le financement, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, nous, on a la chance, avec les déterminés, d'accompagner à travers tout le territoire français des milliers d'entrepreneurs qui développent des business et des entreprises à tous les niveaux, dans tous les secteurs d'activité, qui parfois ont un lien entre l'Europe et l'Afrique ou d'autres continents. Et
ce qu'on constate, c'est que le projet parfois est viable économiquement, ils arrivent à générer du chiffre d'affaires, mais ce qui leur manque, c'est pour aller plus loin, c'est l'investissement. Moi, le financement des boîtes et des entreprises sont vraiment le nerf de la guerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des top projets, qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup investi, qui ont bootstrappé un peu leur entreprise, qui ont investi, qui ont réinvesti leur chiffre d'affaires dans leur entreprise. Mais à un moment donné, pour aller plus loin, l'accès au financement est très compliqué. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des initiatives qui sont lancées, notamment par BPI France, avec le Pass Africa, l'AFD qui développe un certain nombre de choses et tout. Mais ça reste très compliqué. C'est un peu un petit écosystème qui sont un peu dans ces réseaux-là, qui se partagent un peu les bons plans. Et quand vous n'êtes pas dans cet écosystème, que vous ayez un projet ou pas viable, vous n'aurez pas forcément accès à ces capitaux. Et donc, l'objectif pour nous, c'est comment on arrive en fait à informer déjà le plus grand nombre qu'il y a des fonds qui existent, qui favorisent ces ponts pour aller chercher des financements ailleurs. Mais au-delà de tout ça, c'est comment on arrive à faire en sorte d'ouvrir un peu à d'autres écosystèmes qui n'ont pas forcément, à d'autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans les radars traditionnels. Et nous, notre objectif, c'est un peu de créer cette passerelle, et c'est ce qu'on fait avec les déterminés au quotidien, c'est ce qu'on va faire dans les semaines, dans les mois à venir, pour pouvoir aller vraiment sur ces sujets, parce que pour moi, l'accès au financement reste la priorité numéro 1 des entrepreneurs qui peuvent se développer. On n'est pas à égalité sur ce point-là encore, malheureusement. Elena. Vous l'avez vécu, ça, cette Bien sûr. Alors, je suis d'accord avec tout ce que Moussa a dit. Étant entrepreneur, on doit relever beaucoup de défis. Et l'Europe aussi, en tant que franco-gabonaise, l'Europe aussi propose plusieurs initiatives, mais qui, à mon sens, restent invisibles. D'ailleurs, il y a certaines initiatives dont j'ai pris connaissance après avoir monté ma société. Certes, pour monter une société, il faut des fonds. Et surtout lorsqu'on est jeune, parfois, on a beaucoup plus de difficultés également à lever des fonds. Moi, par exemple, dans les télécommunications, j'ai monté un opérateur télécom au Rwanda. Pourquoi j'ai choisi le Rwanda également? Parce qu'il y a d'autres enjeux concernant, par exemple, la fiscalité. C'est un pays très attractif en termes de fiscalité et d'égalité des genres. Donc, ce pays m'a fait confiance, et là où j'aimerais souligner, c'est que l'Afrique n'a pas peur de faire confiance aux jeunes entrepreneurs. L'Afrique a un âge médian inférieur à l'âge de 20 ans. Donc ils n'ont pas peur, et c'est là où justement le prisme de développement entre une Europe vieillissante et une Afrique qui fait beaucoup plus confiance aux jeunes, donc qui ouvre beaucoup plus de portes en termes de financement, en termes de fiscalité et autres. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Selena, parce que j'entends l'Europe vieillissante. Ça pose beaucoup de questions, parce qu'aujourd'hui, on est dans une géopolitique qui se recompose. Il y a les États-Unis, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a la question de la data, la question de la régulation, de l'intelligence artificielle et tout ça. Est-ce que l'Europe est encore sexy, finalement? C'est une très bonne question, Ludovic. Vous me permettez de rebondir sur mon secteur d'activité, l'économie numérique. Il faudrait que l'Europe et l'Afrique arrivent à collaborer sur ce secteur, et pour moi, c'est l'un des plus grands enjeux de ce siècle. C'est-à-dire qu'en dehors des États-Unis et de la Chine, il n'existe pas de souveraineté numérique. Et d'ailleurs, l'extraterritorialité de la loi américaine nous expose à tous à une juridiction des États-Unis. Prenons l'exemple des data centers. En Afrique, moins 1%, il y a moins 1% des data centers qui existent en Afrique dans le monde. Donc si l'Europe veut rester le premier partenaire de l'Afrique, il faudrait qu'elle surfe sur cette vague du numérique. Donc il faudrait qu'on arrive à mutualiser nos ressources humaines, techniques et financières. Donc il faut relever le défi de la souveraineté numérique, protéger nos datas et développer des algorithmes. Alors moi, j'ai quand même... C'est un appel. Mais oui, tout à fait. Dans quelques instants, nous découvrirons la deuxième promotion de la génération Europe-Afrique. Ce sont déjà des entrepreneurs, je pense qu'ils se retrouvent dans tout ce que vous partagez. Peut-être terminer sur ce que vous aimeriez donner comme conseil
à un entrepreneur aujourd'hui qui vous écoute et qui se dit bah oui, je vais y aller, mais voilà, qu'est-ce que ce serait peut-être donnez-leur la flamme d'entreprendre? C'est toujours compliqué de donner un conseil à un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il choisit un peu sa voie. Et c'est vrai que pour moi, je dis la meilleure chose pour un entrepreneur, c'est l'école de la vie. C'est d'apprendre, de trébucher, de se relever. Se tromper, oui. Un peu de se tromper, d'aller vite vers l'erreur et de chercher rapidement la rentabilité parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de prenant. C'est beaucoup de sacrifices, parfois beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Mais c'est quelque chose qui est passionnant parce que ça nous transcende, ça nous permet d'apprendre, de gagner du temps. Je dis beaucoup l'entrepreneuriat, c'est un peu la salle du temps. Je fais référence à un manga que j'affectionne dans ma jeunesse, Dragon Ball Z. Et c'est vrai que quand ils rentraient dans cette salle du temps, en 1 heure, ils avaient l'impression de faire 1 an d'entraînement. Et du coup, l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. C'est-à-dire, en très peu de temps, on apprend énormément parce qu'on est face à des problématiques quotidiennes qu'on doit régler rapidement sans forcément avoir la connaissance. Donc, le conseil que je peux donner à ces entrepreneurs de cette future génération, c'est de vous engager à fond, de beaucoup vous investir, de beaucoup travailler et surtout de prendre des risques. Parce qu'au même moment, l'entrepreneuriat, c'est une magnifique aventure qui peut aussi changer des trajectoires, des destins et surtout concrétiser des rêves. Selena? Alors, l'entrepreneuriat, le conseil que je pourrais donner aux entrepreneurs, c'est déjà de connaître le terrain. Et là, je vais citer Thomas Jefferson, le 3e président des États-Unis. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Pour moi, ça, c'est très important. Et justement, pourquoi j'ai réussi à monter cette société des télécoms en Afrique, c'est grâce à la technicité et à la formation que j'ai reçue en Europe. Et c'est aussi en connaissant le terrain, les us et les coutumes en Afrique. Entreprendre aussi, c'est savoir se dépasser et rêver plus grand que soi. Parce que, comme l'a dit Moussa, on est confronté à de nombreux défis. Parfois, on n'a pas envie d'aller plus loin, mais il faut persévérer. Parce qu'on prend des responsabilités aussi en cours de route. Et comme l'a dit aussi Moussa, je dirais peut-être d'une autre façon, ne surestimez pas les risques en sous-estimant les perspectives de croissance. Et les risques seront toujours à la hauteur des résultats obtenus. Merci. Jolie conclusion. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre vision à ce moment avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour la 2e promotion de la Génération Europe-Afrique avec un parrain exceptionnel. À tout de suite.